Je m'appelle David Richardson et j'ai travaillé sur l'un des projets les plus confidentiels de la NASA. Mon travail consistait à gérer la recherche scientifique à l'intersection de la géophysique et de la technologie. Si vous lisez ceci, c'est que quelque chose a mal tourné et que tout ce que je craignais s'est réalisé. Je suis parti, mais la vérité doit être connue. Le projet s'appelait Omega. Officiellement, il s'agissait d'un projet de recherche visant à développer de nouvelles méthodes de prévision des catastrophes naturelles. Nous devions étudier l'atmosphère, les processus tectoniques et les anomalies énergétiques pour prévenir les catastrophes. Mais l'objectif réel était tout autre. Personne dans notre groupe ne s'en était rendu compte au début. La première chose qui m'a alerté, c'est l'isolement de la base où se déroulaient les recherches. L'installation était située dans le désert du Nevada, loin de toute civilisation. Des gardes armés en surveillaient dans les abords, et toutes les données étaient transmises par des canaux fermés. Un peu plus tard, j'ai appris que la base faisait partie d'un ancien complexe militaire datant de la guerre froide. Des expériences sur les armes nucléaires y avaient été menées, et maintenant quelque chose de plus effrayant. Notre projet a commencé par l'étude d'ondes de fréquences inhabituelles générées par des émetteurs spéciaux. Ces appareils pouvaient envoyer de puissantes impulsions dans l'atmosphère et dans les profondeurs du sol, provoquant des changements dans l'activité tectonique. La première phase des expériences était inoffensive. Nous avons modélisé de petits changements météorologiques en créant des nuages de pluie ou en augmentant le vent. Cela semblait innocent à l'époque, mais un jour, nous avons été convoqués à une réunion à huis clos. L'un des chefs de projet, le Dr Carter, a présenté un nouveau concept. Un modèle tridimensionnel de notre planète est apparu sur l'écran, avec des flux d'énergie lumineux qui l'entouraient comme un filet. Carter a expliqué que notre objectif était d'influencer ce réseau énergétique pour manipuler les forces de la nature. Il a parlé de la création d'ouragans artificiels, du contrôle des sécheresses et même de la possibilité de provoquer des tremblements de terre. Mais surtout, il a évoqué la possibilité que des armes de cette envergure deviennent un facteur de domination mondiale. Cette déclaration a fait froid dans le dos et, alors que de nombreuses personnes dans l'auditoire semblaient impressionnées, j'ai ressenti de la peur. Après tout, contrôler les forces de la nature n'est pas seulement une arme, c'est jouer avec le tissu même du monde. Après cette présentation, la tension dans le laboratoire a commencé à se faire sentir à chaque instant. Nous travaillions sur quelque chose qui dépassait l'intérêt scientifique, mais aucune question n'était autorisée. Toute l'équipe a été contrainte de signer de nouveaux accords de confidentialité. Désormais, le simple fait d'évoquer le projet en dehors du site menaçait non seulement de renvoi, mais aussi de poursuites pénales. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un piège dont on ne pouvait s'échapper. Les expériences commencent à prendre de l'ampleur. Carter, comme un homme possédé, exige des tests de plus en plus ambitieux. Nous avons utilisé d'énormes générateurs pour envoyer de puissantes ondes dans l'ionosphère. Leur résonance créait un effet similaire à celui qui se produit lors des puissantes tempêtes solaires. Ces ondes pouvaient perturber les satellites, modifier la trajectoire des courants aériens et même altérer temporairement le champ magnétique terrestre. La première alarme a été déclenchée lors d'un test en décembre 2024. Nous avons envoyé une série d'impulsions vers un point de l'océan Pacifique où se formait une petite dépression atmosphérique. L'idée était de l'intensifier jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau d'une tempête tropicale, puis d'étudier son développement. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En quelques heures, la dépression s'est transformée en un énorme cyclone. Il s'est déplacé à une vitesse incroyable et a brusquement changé de direction, frappant les côtes des Philippines. Les météorologues locaux
l'ont qualifié de tempête anormale, car sa force était comparable à celle d'un typhon, mais il est apparu en un temps record. Plus de 300 personnes sont mortes. Dans le rapport que nous avons reçu plus tard, les victimes ont été mises sur le compte du changement climatique. On nous a dit de ne pas poser de questions et de continuer nos expériences. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Certaines des données que nous recueillions ne correspondaient pas aux des rapports officiels. Nos impulsions n'affectaient pas seulement l'atmosphère, mais aussi la croûte terrestre. Mes résultats indiquaient que certaines fréquences pouvaient provoquer de faibles oscillations tectoniques. Le docteur Carter semblait ravi de cette découverte, mais pour moi, il s'agissait d'une source d'inquiétude sérieuse. Je suis resté au laboratoire une nuit pour étudier ces anomalies de plus près. C'est alors que j'ai trouvé un fichier qui n'était pas étiqueté dans la base de données générale. Son nom, Résonance 712, ne me disait rien, mais son contenu m'a fait froid dans le dos. Le document décrivait des fréquences susceptibles de provoquer non seulement des tremblements de terre, mais aussi des destructions massives, avec un rayon d'impact de plusieurs milliers de kilomètres. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre projet n'était pas de la recherche, mais de la fabrication d'armes. Et je n'étais qu'une des personnes de qui testait l'arme. Après avoir découvert le fichier Résonance 712, je ne pouvais plus considérer notre projet de la même manière qu'auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'un programme de recherche de la NASA, mais d'une arme de nouvelle génération, furtive, puissante et pratiquement intraçable. J'ai passé la nuit à étudier le contenu du document. Des graphiques et des formules complexes apparaissaient à l'écran, que je n'arrivais pas à comprendre, mais l'idée était claire. Ces fréquences pouvaient non seulement provoquer des tremblements de terre, mais aussi modifier les courants climatiques mondiaux. Certaines données concernaient comme dans les applications possibles, déclencher une tempête tropicale sur les villes côtières, créer artificiellement une sécheresse dans les régions agricoles, provoquer des tremblements de terre dans les pays politiquement instables. Chacune de ces stratégies était décrite avec une précision effrayante, et les victimes et destructions attendues n'étaient évaluées que comme des effets secondaires. Le lendemain, lorsque je suis entré dans le laboratoire, l'atmosphère semblait encore plus tendue. Les techniciens évitaient de se regarder, et Carter semblait ne pas avoir dormi depuis plusieurs nuits. Il nous convoque tous à une réunion d'urgence. Une immense carte de l'océan Atlantique apparaît sur l'écran devant nous. « Nous sommes à la veille du plus grand test », commença-t-il, sans l'ombre d'un doute dans la voix. « Ce sera une opération qui montrera tout le potentiel de nos développements. Des animations apparaissent sur l'écran, des modèles de courants d'air, des lignes rouges indiquant les trajectoires futures. Notre objectif est de créer artificiellement un énorme cyclone qui prendrait naissance près des îles Canaries et se dirigerait vers l'Amérique du Nord. » Carter parlait de la possibilité d'étudier des conditions météorologiques extrêmes, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus derrière tout cela. L'opération s'appelle Atlantique 2025. Officiellement, elle était justifiée comme une tentative de modélisation des événements climatiques majeurs afin de protéger les zones côtières. Mais les dossiers que j'ai vus la nuit en parlaient comme d'un test de impact à plusieurs niveaux, ce qui signifiait non seulement des changements atmosphériques, mais aussi la possibilité de provoquer des vagues catastrophiques et une activité sismique. Lorsque j'ai tenté de soulever des questions d'éthique, Carter m'a interrompu, le regard froid. « Nous faisons cela pour la science », a-t-il déclaré, coupant court à toute objection de ma part. « Si cela fonctionne, nous pourrons prévenir de futures catastrophes. » Mais je savais que c'était un mensonge. Nous n'allions pas prévenir les catastrophes, nous allions les créer. Le lendemain, les préparatifs de l'opération ont commencé. Une activité incroyable
régnait dans tout le complexe. Les immenses antennes du site d'essai étaient jaunes et réglées sur de nouvelles fréquences. Nos générateurs fonctionnaient à plein régime et leur bourdonnement pouvait être entendu même à l'extérieur du bâtiment. La nuit précédant le lancement, j'ai décidé de vérifier une nouvelle fois les données. Dans les dossiers du projet Atlantique 2025, j'ai trouvé une référence à l'un des premiers tests effectués quelques années avant mon arrivée. Elle décrit comment l'utilisation de fréquences a conduit à une activité anormale dans l'océan Pacifique. L'expérience s'est terminée par un tsunami qui a détruit tout un village côtier. Officiellement, on a mis cela sur le compte d'un phénomène naturel, mais je savais qu'il s'agissait d'un mensonge. J'ai essayé de faire part de mes inquiétudes à un collègue que je considérais comme digne de confiance. Il s'agissait de Michael, un technicien expérimenté qui m'avait toujours semblé être une personne raisonnable. Je lui ai fait part de mes découvertes, mais sa réaction a été inattendue. Il s'est tu, puis a dit doucement, presque en chuchotant, « Il faut oublier ça, nous sommes déjà allés trop loin. S'il découvre que tu creuses de trop profond, tu seras parti. » Ces paroles n'ont fait qu'accroître mes craintes. Michael avait raison, j'étais prisonnière de ce projet comme tout le monde. Tout ce que nous pouvions faire, c'était suivre les ordres et espérer qu'il ne nous détruisât pas. Le jour du lancement, je me tenais devant la console centrale. D'innombrables graphiques clignotaient sur l'écran, montrant les changements de pression, de température et de vitesse. Les secondes s'étirent en éternité. Dès que les premières impulsions ont commencé, j'ai senti une étrange tension dans l'air. Il semblait que même les murs du laboratoire réagissaient à ce qui se passait. Les antennes ont commencé à envoyer des ondes puissantes dans l'ionosphère. Au début, tout s'est déroulé comme prévu. La pression dans l'atmosphère a commencé à changer de façon spectaculaire, formant des courants d'air d'une force inhabituelle. Mais après quelques heures, les données sont commencées à se comporter de manière étrange. Des données qui n'auraient pas dû apparaître ont commencé à s'afficher sur les écrans. La température, au centre du cyclone, a augmenté de plusieurs dizaines de degrés en quelques minutes, et les décharges électriques dans les nuages ont commencé à dépasser toutes les normes autorisées. « C'est une anomalie !» s'exclame l'un des techniciens. Carter a serré la mâchoire et lui a ordonné de continuer. Bientôt, sur l'un des moniteurs, j'ai vu des images provenant des caméras installées sur le champ de tir. Le ciel au-dessus des antennes s'est mis à scintiller d'une lumière étrange. Ce n'étaient pas des éclairs. Leur forme et leur couleur ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu auparavant. La lumière scintillait dans d'étranges nuances de vert et de bleu, et j'ai eu l'impression de regarder quelque chose qui dépassait notre entendement. À ce moment-là, j'ai compris que nous avions réveillé quelque chose qui n'était pas censé l'être. Lorsque la lumière a commencé à pulser sur les antennes, tout a commencé à changer dans le complexe. L'air est devenu plus lourd, comme imprégné d'une énergie inconnue. J'ai regardé l'écran où étaient diffusées les données sur le cyclone. Il grandissait à une vitesse alarmante, devenant plus qu'un simple phénomène météorologique. L'océan Atlantique devenait l'arène de quelque chose qui semblait transcender notre monde. Les données ont commencé à être retardées, puis incohérentes. Les températures à l'épicentre du cyclone ont atteint des niveaux inexplicables physiquement. Les relevés électromagnétiques sont montés en flèche. Les moniteurs ont affiché des avertissements concernant d'éventuelles décharges électriques d'une puissance telle qu'elles pourraient faire disparaître des villes entières de la surface de la Terre. Tout le monde autour de nous était nerveux, mais personne n'osait dire quoi que ce soit. Nous savions que nous étions surveillés. En 2025, le cycle des événements prévus devient de plus en plus inquiétant. La première phase de l'opération a commencé. En février, des événements météorologiques inhabituels
font la une des journaux. En Afrique, où l'on s'attendait à une sécheresse, des pluies de diluviennes se sont soudainement abattues, provoquant des inondations catastrophiques. En Inde, les températures ont atteint des niveaux insupportables, détruisant les récoltes et menaçant des millions de vies. Mais l'événement le plus terrifiant est survenu en avril. Des informations sont parvenues d'Europe occidentale. Un cyclone est soudainement apparu et a balayé une région qui n'avait jamais connu un tel phénomène. Le vent, qui aurait dû souffler vers l'est, a soudain changé de direction et s'est mis à bouger contre les lois de la physique. Les éclairs se sont mis à tomber avec une telle fréquence que le ciel a été illuminé d'une lumière continue. Le grondement du tonnerre se fait entendre à des centaines de kilomètres. Les gens tentent de se mettre à l'abri, mais c'est peine perdue. Le cyclone se déplace à une vitesse qui dépasse celle de toutes les tempêtes connues. Mais ce qui est encore plus effrayant, ce sont les effets étranges ressentis par les témoins oculaires. Des hallucinations auditives ont été rapportées, chuchotements, sons provenant d'une autre dimension. Plusieurs personnes ayant fui la zone touchée ont affirmé avoir vu des ombres, c'est-à-dire des silhouettes de grande taille qui s'enfonçaient dans le cyclone. Une femme a déclaré que ces silhouettes la regardèrent à travers un mur de vent, leurs yeux brillant d'un feu vert. Les rapports font état d'une détresse psychologique, mais je savais qu'elle n'avait pas tort. En mai, le cyclone s'est déplacé vers le nord, engloutissant une grande partie de l'océan Atlantique. L'agitation a atteint la côte est des États-Unis. Les côtes ont été détruites, l'eau a envahi les villes et les gens ont fui dans la panique. La ville de New York commence à évacuer, mais le temps manque. Des vagues de plusieurs dizaines de mètres de haut s'abattent sur la côte, détruisant tout sur leur passage. Dans le laboratoire, personne n'a parlé à voix haute de ce qui se passait. Tout le monde a compris que c'était notre faute, mais personne ne voulait l'admettre. Une partie du personnel a disparu. Michael, à qui j'avais essayé de faire part de mes inquiétudes, n'était plus à son bureau. Son bureau était fermé à clé et ses documents avaient été supprimés du système. Lorsque j'ai essayé de vérifier son dernier accès à un fichier, j'ai reçu un avertissement concernant une tentative de connexion non autorisée. C'était la dernière preuve que le projet cachait quelque chose de plus sombre qu'une simple manipulation météorologique. Quelque chose que même ceux qui croyaient en sa valeur scientifique commençaient à réaliser. Dans la nuit du 15 mai, alors que le cyclone commençait à envahir tout l'est des États-Unis, j'ai vu quelque chose qui m'a fait douter de ma réalité. Des caméras installées dans l'océan diffusaient un phénomène étrange. Un tourbillon géant avait commencé à se former au centre de la tempête, d'où jaillissaient des éclairs lumineux. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle ressemblait à quelque chose de vivant, quelque chose qui essayait de se frayer un chemin. Sur l'enregistrement d'un des navires de recherche bloqués au centre du cyclone, on entend un terrible grondement. Ce n'était pas le bruit du vent, mais quelque chose de plus. Les personnes à bord du navire ont crié jusqu'à ce que la caméra saisisse l'instant. Une ombre est sortie de l'eau. Elle était si grande qu'elle masquait tout l'horizon. Puis, l'émission s'est arrêtée. Le lendemain matin, Carter nous réunit dans la salle de conférence. Son visage est sombre, mais il garde un semblant de contrôle. « Nous sommes sur le point de terminer », dit-il, mais sa voix trahissait une certaine tension. « Nous avons prouvé que nous pouvions changer le monde, mais maintenant, c'est à nous de terminer ce que nous avons commencé. » Je l'ai regardé et j'ai compris qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait éveillé. Ou peut-être qu'il s'en rendait compte, mais qu'il ne pouvait pas s'arrêter. À l'aube du 18 mai 2025, les choses d'y aller sont devenues irréversibles. Le cyclone qui s'est abattu sur l'Atlantique n'est plus contrôlable. Le laboratoire est plongé dans le chaos. La panique s'empare du personnel,
lorsqu'on s'aperçoit que les antennes ne répondent qu'au plus aux ordres de contrôle. C'était comme si le système avait pris une vie propre. J'ai regardé les écrans de la salle de contrôle, où les données sont devenues franchement anormales. De puissantes rafales d'énergie avaient commencé au centre du cyclone, et les instruments enregistraient une chute brutale de la température, comme si une brèche s'était ouverte dans l'espace d'où s'écoulait la réalité elle-même. Les ondes sonores enregistrées dans la zone de la tempête étaient trop étrangement évocatrices. Il ne s'agissait pas seulement de vent ou de tonnerre, il s'agissait de quelque chose de vivant, émettant un grondement sourd qui glaçait le sang dans les veines. En milieu d'après-midi, le message des gardes-côtes est passé. L'effondrement de la côte était des États-Unis était inévitable. Les villes ont été inondées, laissant des centaines de milliers de personnes sans possibilité d'évacuation. Les reportages sur le terrain relaient des images terrifiantes, des vagues géantes de plus de 100 mètres de haut, arrachant les bâtiments à leurs racines, et des figures lumineuses dansant au centre des nuages d'orage. Là, les témoins oculaires les décrivent comme des ombres aux yeux brûlants qui les observent, comme pour les évaluer avant de frapper. Mais c'est au cours de la nuit que le plus effrayant s'est produit. Un objet inexplicable est apparu au centre du cyclone. Les caméras de surveillance ont enregistré la formation d'une énorme structure, pulsante, ressemblant à une sorte de vaisseau organique. Sa forme changeait comme si elle cherchait sa configuration finale. J'ai regardé ce cauchemar et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de notre création. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. À 3h du matin, les antennes sont tombées en panne. Un éclair de lumière brillante a illuminé tout l'endroit, plongeant le laboratoire dans l'obscurité. Les 10 restes des systèmes continuaient à transmettre une seule phrase répétée sur les écrans. La porte est ouverte. Ces mots confirmaient ce que j'avais eu peur d'admettre. Nous n'avions pas seulement manipulé la météo. Nous avions ouvert un portail qui était censé rester scellé. Et maintenant, des créatures n'appartenant pas à notre monde commençaient à s'y engouffrer. À 4h du matin, la première d'entre elles est apparue au large de la Floride. Les militaires dépêchés sur place n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. La créature, haute de plus de 30 mètres, est constituée d'une matière noire scintillante qui ne réfléchit pas la lumière. Elle se déplace lentement, mais chacune de ses actions est accompagnée de destruction. L'impulsion électromagnétique a détruit toutes les machines dans un rayon de plusieurs kilomètres. À l'aube, le monde n'est plus le même. Le temps est devenu incontrôlable. La Terre subit simultanément des tremblements de terre, des inondations et des tempêtes qui détruisent des continents entiers. Les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une catastrophe naturelle, mais du résultat d'actions que l'on ne pouvait pas arrêter. Au dernier moment, j'ai réussi à télécharger toutes les données du projet sur un disque externe et à les envoyer sur le réseau. Peut-être que quelqu'un sera capable de trouver comment arrêter cette folie. Mais je n'en ferai plus partie. Je suis resté dans le laboratoire, entouré de destruction. Les lumières ont commencé à vaciller, puis se sont éteintes. La dernière chose que j'ai vue, c'est une ombre qui remplissait le couloir. Elle se déplaçait lentement, comme un prédateur, et me regardait droit dans les yeux. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'avions jamais été prévenus de ne pas être réveillés. Nous ne savions pas. Mais maintenant, ce savoir serait transmis à tous les survivants.